Donc, bonjour à toutes et à tous. On a 80% des participants inscrits au webinaire qui sont maintenant connectés. Donc, on va pouvoir démarrer ce webinaire pour vous présenter le contrôle d'activité et le programme 2023. Ce webinaire a vocation à un peu dédramatiser le contrôle et vous présenter chacune des étapes du contrôle. Vous pourrez poser des questions au fur et à mesure sur la messagerie. On y répondra en temps réel, nous, des personnes qui sont en back-office. Vous aurez également le support qui vous sera communiqué à la fin de ce webinaire, et ainsi qu'une attestation de présence en tant que conférence. Je me présente, Denis Zago, je suis élu à la Compagnie de Paris, vice-président, délégué pour le contrôle d'activité. Et je présente donc ce webinaire accompagné de Frédéric Chouli. Bonjour, je suis contrôleur qualité depuis quelques années à la CRCC de Paris. Voilà, donc le plan d'intervention relatif à ce séminaire. Donc, dans un premier temps, on va vous parler du cadre des contrôles non UIP. Donc, c'est relativement, je dirais, théorique. C'est par rapport à l'intervention du H3C, le rôle du H3C, le rôle de la CNCC, le rôle des CRCC. Ensuite, ce qui est étape de préparation du contrôle, que vous êtes en train de... Vous avez reçu les QIP, donc on va voir comment ça se passe au niveau de la préparation du contrôle. Ensuite, le déroulement du contrôle en tant que tel, donc ce sera le contrôle sur place. Ensuite, les conclusions du contrôle, comment vous seront communiquées ces conclusions. La procédure contradictoire qui interviendra ensuite ou pas en fonction de vos remarques sur le contrôle. Ensuite, un focus sur le contrôle par entretien, puisque c'est un nouveau type de contrôle qui est fait maintenant depuis 2 ans. Et on rentre sur la 3e année et qui va s'appliquer de plus en plus. Et vous aurez peut-être un contrôle par entretien, on ne sait pas encore. Et ensuite, un point 7 sur les points divers. Donc, le cadre des contrôles non EIP. C'est un petit rappel. Donc, vous savez que depuis maintenant 2017, c'est le H3C effectivement qui est responsable des contrôles qualité pour l'ensemble de la profession et que le H3C délègue ces contrôles pour ce qui est non EIP à la CNCC. Sachant que le contrôle de l'activité peut être également des non EIP, donc cabinet que vous êtes tous non EIP. Il peut quand même être effectué par le H3C s'il le souhaite, et il peut décider à tout moment et à certaines conditions, sans condition, des cabinets qu'il contrôle. Donc nous avons une liste des cabinets contrôlés qui nous est communiquée à la Compagnie de Paris, par exemple, et dans cette liste, le H3C nous dit un certain nombre de cabinets, je vais les contrôler en direct. Donc, si vous êtes là et présent ce soir, c'est que vous n'êtes pas contrôlé en direct, effectivement, par le H3C. Pour réaliser les contrôles, il y a une convention de délégation qui a été signée entre le H3C et la CNCC. Il y a eu une première convention qui a été renouvelée au mois de mai 2023 pour une durée de nouveau de 3 ans. Donc, c'est la compagnie nationale qui a une délégation auprès du H3C pour remplir toutes les tâches des contrôles non EIP. Et dans ce cadre, il y a une commission nationale de contrôle d'activité qui gère le contrôle et qui fait des remontées au H3C par rapport au niveau des contrôles nationaux. Donc, dans le code des contrôles non EIP, le H3C a déterminé 3 types de cabinets non EIP. Donc avec un risque R2, un risque R3 et un risque R4. Le R2, c'est pour toutes les unités de contrôle qui ont plus de 15 000 heures d'audit ou 350 mandats, avec ou un précédent contrôle non satisfaisant ou parmi les signataires dans l'unité de contrôle, des signataires dits exposés. Alors ce sont soit des élus compagnie régionale, compagnie nationale, ou des personnes physiques signataires de plus de 150 mandats. Dans CR2, en fait, ce sont essentiellement dans CR2 que le H3C fait directement les contrôles et intervient. Donc, nous, en tant que CRCC, on a de moins en moins de dossiers en R2, puisque ces dossiers-là sont privilégiés, entre guillemets, par le H3C. Ensuite, les cabinets R3, donc c'est des unités de contrôle qui détiennent des mandats grande entreprise.
On verra ce que sont les grandes entreprises. Les cabinets qui sont en premier contrôle et les cabinets qui n'ont pas éventuellement respecté leurs obligations de formation ou qui n'ont pas fait de déclaration d'activité. Ensuite, les cabinets R4, c'est des unités de contrôle qui ne présentent pas de risque particulier à échéance sexennale. Vous savez que l'échéance sexennale, le contrôle est obligatoire au moins une fois tous les 6 ans. Donc, pas de risque particulier identifié par le H3C tous les 6 ans. Et une unité de contrôle qui signe des mandats non EIP, non risqués. On verra ce que sont les non EIP non risqués pour le H3C. Donc, le H3C a voulu un petit peu segmenter les unités de contrôle suivant ce qu'il estime être les différents niveaux de risque. Alors, les niveaux de risque pour le H3C, c'est évidemment la visibilité des entités auditées, c'est-à-dire si vous êtes commissaire aux comptes d'entités qui sont visibles sur le plan de la presse ou qui sortent effectivement des choses courantes. En fonction de la taille et de l'importance de l'activité commissaire aux comptes de chaque cabinet, en fonction éventuellement des faiblesses relevées lors du dernier contrôle et des particularités de certains signataires de mandat. On l'a vu tout à l'heure, c'est essentiellement des élus ou des membres des compagnies. Peut-être des personnes exposées. Et des personnes exposées éventuellement. Dans le cas du blanchiment, tout à fait. Oui. Donc, les contrôles réalisés par le H3C, enfin, la palette de contrôles qui peuvent être réalisés, ça va être soit des contrôles complets, des contrôles de mandat, des contrôles suivis, procédures, entretien ou des contrôles dits spot. Donc, on va détailler un petit peu ce que sont l'ensemble de ces contrôles. Alors, il y a 6 catégories de contrôles. Vous avez non UP, qui est un suivi du dispositif de 2021 et 2022. Alors, vous avez un contrôle complet, c'est-à-dire qu'on contrôle les procédures, un échantillonnage de mandats et le suivi du courrier issu du précédent contrôle. C'est-à-dire que le H3C nous donne des contrôles par rapport au précédent contrôle des procédures ou s'ils ont relevé qu'il faut s'assurer si l'unité de contrôle a mis en place des mesures concernant certaines défaillances lors de précédents contrôles. Et là, c'est dans le cas du contrôle complet que vous allez effectivement être contrôlé cette année. Après, il y a le contrôle spot. C'est un contrôle d'un élément précis par rapport à un mandat, une procédure, un sujet d'actualité, une prestation. Et la plupart du temps, c'est un contrôle inopiné qui est déclenché et qui est effectué par le H3C, il me semble. C'est ça. Oui, tout à fait. Et, a priori, il y a eu très peu de contrôles spot, mais les contrôles spot interviennent parce qu'il y a effectivement des problèmes qui arrivent dans la presse ou autres sur des problématiques dans les sociétés. Et dans ce cas-là, le H3C peut intervenir directement pour voir ce qui se passe. Après, il y a un contrôle de procédure. Et par rapport à la structure d'exercice, ce sont des entités qui partagent des procédures communes avec d'autres. Et également, c'est dans le cadre d'un cycle de 6 ans. Après, il y a un suivi des constats de précédents contrôles. Et là, le H3C nous donne une feuille de route avec ce qui relève à contrôler lors du contrôle diligenté. Après, on effectue un contrôle portant sur les mandats. On sélectionne certains mandats en fonction également d'une feuille de route et des activités de certaines entités que vous auditez. Ça peut être également le point d'entrée, ça peut être le signataire, le mandat, par exemple, dans des secteurs particuliers comme l'immobilier. Et c'est le H3C qui définit les secteurs prioritaires. Et après, le dernier contrôle, c'est un contrôle par entretien qui est plus rapide que les précédents. Et c'est par rapport au signataire où il n'y a pas de risque aussi bien sur les mandats que sur le signataire et un précédent contrôle satisfaisant. On va développer après dans le contrôle par entretien, c'est uniquement pour, on a vu tout à l'heure, les cabinets R4, c'est-à-dire les cabinets non risqués.
et qui ne présentent pas de risque particulier, mais on va développer dans une partie un petit peu plus le système du contrôle par entretien, parce que c'est vraiment nouveau. Ensuite, les étapes du contrôle. Vous allez recevoir… Vous avez reçu. Vous avez reçu un QIP à remplir qui devrait être rempli de façon le plus exhaustive possible parce que ça nous permet, dans le cadre des contrôles, de mieux appréhender le contrôle et la connaissance de votre entité. Alors, pour ces QIP, donc dans la lettre que vous avez reçue, vous aviez un délai de 15 jours pour les renvoyer. On est conscient que ce délai est très court et de toute façon, on n'a pas encore tous les éléments du H3C pour affecter les contrôleurs. Donc, on va vous laisser jusqu'au 2 septembre pour nous les renvoyer. Mais à partir du 2 septembre, par contre, vous serez relancé si jamais vous ne les avez pas communiqués. Mais bon, on vous laisse donc une marge complémentaire par rapport à ce qui était prévu dans votre lettre d'envoi par rapport à votre contrôle. Alors, ce qui est un petit peu nouveau depuis 2 années, c'est une prise de contact avec le contrôlé et on a un échange préalable avec vous afin de bien fixer les modalités du contrôle et bien connaître votre activité, votre portefeuille et échanger avec vous d'après justement le QIP que vous avez renseigné. Après, on établit les contrôleurs un plan d'approche de contrôle et on sélectionne les mandats suite aux échanges qu'on a eus avec vous. Mais on a un échange également avec tout signataire de l'unité de contrôle. Après, on intervient sur place ou à distance. Il y a un suivi des constats uniquement si précisé dans la lettre de mission, c'est-à-dire que si uniquement le H3C nous demande de s'assurer dans un premier temps si les diligences ou les contrôles qui étaient pas défaillants, mais à contrôler sur celui-ci, il nous demande de s'assurer si vous avez mis en place les diligences demandées. Et après, s'il y a 2 signataires dans l'unité de contrôle, où l'on vous expliquera ce que c'est qu'une unité de contrôle tout à l'heure, eh bien, on fera un contrôle de procédure que vous avez appliqué au niveau de votre cabinet. Et suite à tout ça, on effectuera un contrôle des mandats. Ensuite, à l'issue du contrôle sur place ou à distance, il y a une restitution des contrôles par une synthèse orale, où là, on vous explique ce qu'on a relevé ou pas relevé sur votre unité de contrôle. Nous établissons après un pré-rapport ainsi que les annexes. Ensuite, ce pré-rapport-là vous est envoyé. Il y a une phase de contradictoire où là, vous nous faites une réponse ou pas en fonction, si vous êtes d'accord par rapport aux remarques stipulées dans le pré-rapport. Suite à ça, on établit un rapport définitif après le traitement du contradictoire. Voilà, donc on va détailler un petit peu plus sur chacune de ces étapes dans la suite de ce webinaire. Bon, au niveau de la préparation du contrôle, on est dans la phase actuelle. Donc, la définition d'unité de contrôle, ça c'est quelque chose de très important parce qu'en fait, ça va vraiment définir notre cadre d'intervention et il faut que vous soyez vigilants sur le fait que votre unité de contrôle soit bien définie. Donc, qu'est-ce qu'une unité de contrôle? Donc, c'est un ensemble de structures d'exercice professionnel, SEP, avec des personnes physiques et ou des personnes morales qui sont titulaires de mandat et qui partagent des procédures communes. Donc, ça, c'est la définition, titulaire de mandat et partage des procédures communes. Ce qui veut dire que si ce ne sont pas les signataires, alors pas les signataires qui ne signent que pour la personne morale, donc si vous êtes signataire mais que vous n'avez pas de mandat en propre et que vous ne signez que pour une personne morale, vous n'êtes pas une unité de contrôle. L'unité de contrôle, c'est uniquement la personne morale. Si vous avez des porteurs de part ou des associés qui ne signent pas, ils ne rentrent pas non plus dans l'unité de contrôle. Ne rentrent pas également dans l'unité de contrôle les structures personnes morales qui sont inscrites et qui n'ont pas de mandat. Si vous avez si vous avez une personne morale qui est inscrite sans mandat, elle n'est pas dans le périmètre. Et également, évidemment, les structures d'exercice professionnel, expertise comptable, qui n'ont pas de mandat, elles ne sont pas non plus dans le périmètre de l'unité de contrôle.
Donc voilà, si vous ne détenez pas si vous ne tenez plus de mandat à titre individuel, il ne faut pas vous considérer comme une structure d'exercice professionnel qui compose une unité de contrôle. Si vous avez quelques doutes sur effectivement la définition de l'unité de contrôle qui est donnée dans la page de garde du QIP que vous avez reçu, n'hésitez pas à contacter la compagnie pour valider l'exhaustivité de votre périmètre. On a souvent des problématiques ensuite sur des périmètres qui sont mal définis. Donc, l'accès à la documentation des unités de contrôle. Donc, ça, c'est l'accès à votre cabinet, à votre documentation. Donc, c'est juste un rappel. Le contrôleur peut donc se faire communiquer, quel qu'en soit le support, tout document et pièces utiles au contrôle. Donc, habituellement, à minima, le contrôleur repart avec vos rapports, le rapport général et les autres rapports qui peuvent être émis sur les mandats contrôlés. Mais il peut aussi éventuellement récupérer un plan de mission ou une note de synthèse. Donc, il peut exiger toute explication sur les dossiers et sur les documents établis. Bon, voilà, demander des explications. Vérifier sur place ou sur pièce. Obtenir copie des pièces et documents, quel qu'en soit le support. Modifier ou compléter sur place les dossiers à contrôler par rapport à la liste initiale. Donc, effectivement, on va vous communiquer avant contrôle les mandats qu'on pense contrôler. C'est évidemment possible qu'au moment du contrôle, il y ait des mandats complémentaires qui soient éventuellement contrôlés, mais c'est quand même relativement rare. Le contrôleur apprécie aussi éventuellement la comptabilité spéciale de l'ensemble des rémunérations. Bon, c'est ce que dit le H3C, mais c'est pas vraiment ce que nous contrôlons. Le montant des honoraires et bien sûr les déclarations d'activité. Les déclarations d'activité, on vous demande de les faire effectivement avant le contrôle et si possible avant qu'on ait à traiter des QIP, puisqu'en fait, c'est très important pour nous d'avoir l'ensemble des mandats actifs au 31 décembre 2022 pour ne pas manquer certains mandats et puis ne pas éventuellement aller contrôler des mandats sur lesquels vous avez perdu le mandat et vous n'avez pas été renouvelé. L'unité de contrôle ne peut pas s'opposer au contrôle, elle ne peut pas opposer le secret professionnel et doit fournir tous les renseignements et les documents demandés. Bon, voilà. Elle doit fournir tout document et explication sur les conditions d'exécution de sa mission, l'organisation de l'activité, de la structure d'exercice professionnel, du réseau et des personnes ou groupements. Bon, enfin, voilà. Donc vous devez donner tous les éléments relatifs à votre activité au contrôleur. Et bien sûr, vous devez pouvoir justifier de vos diligences accomplies. En ce qui concerne les règles d'indépendance, on va le revoir, c'est au niveau procédure, c'est un fait marquant des contrôles 2023. Les règles d'indépendance doivent être contrôlées et le H3C a mis un coup de projecteur sur ces problématiques d'indépendance. Alors, le rôle du contrôlé, c'est le questionnaire d'information préalable qui est quand même très important et qui définit l'axe du contrôle. Et c'est vrai que mieux il est rempli, plus il y a une fluidité pour commencer le contrôle. Alors, le document majeur pour le contrôleur aide, c'est-à-dire l'organisation et les procédures de l'unité de contrôle que vous devez relater dans le QIP qui vous a été envoyé. Pour renseigner ce document, il faut quand même compter 2 à 3 heures pour le remplir. Et effectivement, on vous rappelle que la qualité des informations communiquées permet de déterminer plus précisément les opérations de contrôle et d'alléger le contrôle sur place ou à distance. Parce qu'effectivement, si le QIP n'est pas très, très clair et qu'on ne comprend pas tout, on va déjà passer du temps à vous poser des questions pour le retranscrire quelque part par rapport à votre organisation. Après, ça facilite également un dialogue entre nous parce qu'on vous pose des questions et si ça évite qu'après, on ait une partie à intégrer dans la procédure contradictoire. Il vaut mieux qu'en amont, le QIP soit le plus limpide possible. Ensuite, on a 2 annexes à renseigner, une obligatoire et 2 pour les unités de contrôle déjà contrôlées, permettant de mettre en valeur les améliorations à apporter.
Et justement, comme disait Denis, il faut bien mettre à jour vos déclarations de formation et de déclaration d'activité également sur Aglaé, parce que le H3C a, comme dans la feuille de route, insiste fortement comme sur les formations qui doivent être effectuées. Pour eux, il classe le contrôle risqué si vous n'effectuez pas sur la période triennale les 120 heures obligatoires. Voilà, donc en fait, le QIP sert vraiment au contrôleur pour bâtir ce qu'on appelle nous le plan d'approche du contrôle, c'est-à-dire pour bâtir son contrôle et toute une grosse partie de son rapport. Donc, plus ce QIP est clair et effectivement facilement appréciable, ça permet au contrôleur de ne pas se tromper déjà sur un certain nombre d'éléments concernant vos cabinets et de fluidifier ensuite le contrôle et le suivi des opérations. Alors, dans la préparation du contrôle et de la démarche, à partir des éléments à notre disposition, nous regardons, on met à notre disposition le rapport du précédent contrôle qui permet de prendre contact, de nous imprégner de votre unité de contrôle. Pour les gens qui ont déjà été contrôlés, je crois qu'il y a un tiers des contrôlés cette année qui n'ont pas encore eu la chance d'avoir un contrôle. Donc, cela, effectivement, on n'aura pas de rapport du précédent contrôle. Pour tous les autres, nous avons à disposition les éléments de conclusion du précédent contrôle. Et des recommandations éventuelles que le H3C nous a communiquées pour s'assurer. Et vous avez communiqué aussi à l'époque. De toute façon, c'est un courrier qui, si vous l'avez reçu, était signé de M. Caudrier et qui vous demandait éventuellement de mettre en place un certain nombre de process qui n'étaient pas en place dans votre cabinet. Ensuite, nous aurons à notre disposition votre QIP que vous avez renseigné, vos déclarations d'activité, le cas échéant si elles sont à jour, et vos déclarations de formation. Ensuite, le contrôleur identifie les particularités liées à votre unité de contrôle et les structures avec qui vous êtes liés, votre réseau, le nombre de signataires, etc. L'organisation collaborateurs également en interne comme en externe. Votre manuel de procédure sera consulté s'il y a 2 signataires minimum. On regardera également vos formations, le plan de formation et les outils que vous utilisez. L'activité, le nombre de mandats, les secteurs particuliers et les mandats que vous avez en COCAC. Parce que le H3C nous demande tous les ans de justement regarder les mandats que vous avez en co-commissariat aux comptes. Ensuite, le contrôleur choisit les vérifications à réaliser, y compris les prédictions des mandats. Présélection, pardon. Je ne vois pas très bien. Et après, il y a un échange préalable avec le ou les signataires des différents mandats de l'unité de contrôle, afin de s'assurer des vérifications ou des conclusions que nous avons obtenues par rapport aux 3 premiers slides. Bon, ça, c'est un slide qui nous intéresse un petit peu. En fait, c'est vraiment la démarche du contrôleur par rapport à votre unité de contrôle. Donc, il part des éléments qui sont à sa disposition. Il identifie des risques éventuellement par rapport à votre QIP. Sur la base de ça, il imagine déjà les mandats qu'il va pouvoir contrôler. Et lorsque vous allez avoir l'échange préalable avec lui, qui va être un échange téléphonique, il va se faire une idée encore plus précise de tout ça et ça va l'amener effectivement à déterminer réellement quels sont les mandats qu'il va contrôler. C'est un échange quand même très confraternel qui permet justement de fluidifier le contrôle. Tout à fait. Je te laisse la parole. Donc, cet échange préalable, justement, donc, au cours de cet échange préalable, le contrôleur, on s'assure que vous avez des procédures adaptées, on s'assure. On discute avec vous et on voit
le but est de prendre connaissance du cabinet, des procédures que vous utilisez, la connaissance de votre portefeuille, toujours, on l'a dit, dans la perspective surtout d'établir une sélection de mandats qui soit représentative et pertinente. On doit avoir un échange avec l'ensemble des signataires du cabinet, c'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas avoir un échange uniquement avec une des personnes désignées comme étant responsable du contrôle. Cet échange doit se faire avec tous les signataires du cabinet. En présence de plusieurs signataires, un échange est mené avec chaque signataire, c'est ce que je viens de dire, et qui fera l'objet d'un examen de mandat. Donc, le premier contact que vous aurez avec le contrôleur, en fait, ce sera au cours de cet échange préalable. Et également, ensuite, au cours de cet échange préalable, il y aura la fixation du rendez-vous pour le contrôle sur place. Alors, on arrive justement au déroulement du contrôle. Alors, on a parlé, suivi des constats. Bon, c'est relativement rare. En fait, on a très peu de cabinets sur lesquels il y a eu des courriers du H3C. Et donc, en fait, le suivi des constats par rapport au contrôle précédent est relativement peu courant. Par contre, par rapport à votre portefeuille de clients, là où vous êtes signataire, il peut y avoir effectivement parfois des demandes spécifiques du H3C par rapport à certains mandats, parce qu'ils peuvent éventuellement avoir eu vent de certaines choses. Et dans ce cadre, ils peuvent nous demander de regarder des choses très, très spécifiques. Donc, le suivi des mandats, effectivement, pour les contrôleurs, c'est limité aux points mentionnés dans le courrier du H3C. Ils ne regardent pas autre chose. Donc, les autres constats relevés lors du contrôle dont il est fait état dans le rapport définitif ou dans le courrier envoyé pour le CSM ne doivent pas être suivis. Et effectivement, s'il y a également des constats qui sont faits sur des mandats que vous n'avez plus, on ne va pas contrôler un autre dossier pour la même problématique. Alors, le contrôle des procédures. Donc, en fait, le contrôle qualité se passe il y a deux phases importantes. Il y a un côté contrôle procédure et un côté contrôle mandat. Donc, au niveau du contrôle des procédures, ce contrôle n'est exercé que si vous avez au moins 2 signataires dans le cabinet. S'il n'y a pas de signataires dans le cabinet, on ne fait pas de contrôle approfondi des procédures. Alors, bien sûr, on va avoir les procédures dans le cadre du contrôle des mandats, mais dans le paragraphe, je dirais dans le chapitre contrôle des procédures, il sera très, très light. Donc, si vous êtes plus au moins 2 signataires, voilà les procédures qui sont demandées à être contrôlées par le H3C. Donc, évidemment, il y a le maintien des connaissances et de la formation continue du commissaire aux comptes et de ses collaborateurs, donc plan de formation, et puis vous également, si vous respectez vos 120 heures triennales de formation. Tout ce qui est process d'acceptation et de poursuite de mandat, donc tout ça, c'est en fait la NEP 300 et tout ce qui est planification de l'audit. Analyse éventuellement de l'appartenance à un réseau pluridisciplinaire. L'identification et le traitement des risques liés à la perte de l'indépendance, donc tout ce qui est indépendance, NEP 600 également, indépendance par rapport au commissaire, tout ce qui est indépendance. La lutte contre le blanchiment, la NEP 9605, c'est une NEP qui est mise en avant depuis déjà 2-3 ans et qui reste dans les contrôles de procédure encore cette année. Et enfin, le dispositif de contrôle interne de qualité, si vous avez un dispositif de contrôle interne, donc par rapport à, et aussi par rapport à la NEP 315, c'est-à-dire la connaissance du contrôle interne aussi par rapport au dossier. Donc tout cela, c'est au niveau contrôle procédure. Encore une fois, c'est uniquement pour les cabinets qui détiennent au moins 2 signataires. Ensuite, sur le contrôle des mandats, on contrôle 2 mandats dont l'objectif de s'assurer de la pertinence de l'opinion que vous avez mise dans votre rapport annuel. On regarde l'acceptation ou la poursuite de la mission en vue de s'assurer du respect des exigences déontologiques dont vous devez remplir le questionnaire pour savoir si tous les ans vous respectez la poursuite de la mission ou l'acceptation en début de mission.
On vérifie également l'adéquation des heures consacrées à l'audit au nombre d'heures nécessaires à l'exécution du programme de travail que vous avez défini. Et on regarde également le temps consacré du signataire sur le mandat. Ensuite, on identifie l'approche d'audit que vous avez suivie et en particulier la démarche d'audit que vous avez renseignée par rapport aux risques que vous avez identifiés, par exemple par rapport à la NEP 315 et 330 concernant l'environnement et l'évaluation des risques et également des procédures. L'obligation en matière de lutte contre le blanchiment et capitaux et financement du terrorisme, tous les documents qui ont attrait au questionnaire également, s'il y a des personnes qui sont identifiées comme à risque, et toute la documentation que vous pouvez apporter sur cette NEP 9605. Ensuite, les diligences d'audit que vous avez réalisées en fonction des risques prépondérants que vous avez examinés. Ça porte également sur le cycle que vous identifiez, vous avez justifié dans vos appréciations dans le rapport annuel. On va regarder par rapport aux appréciations que vous avez stipulées, quelles démarches vous avez mises en place sur ce mandat. Et également, on nous a demandé, dans le cadre de la prévention des difficultés des entreprises, quelles procédures vous avez mis en place, si vous avez mis également en place une procédure d'alerte des problèmes de continuité d'exploitation. On regardera également la correcte application des principes spécifiques à l'audit des comptes consolidés et la NEP 611 sur le partage des travaux avec le co-commissaire aux comptes, l'appréciation, l'indépendance et tout ce qui a trait au dossier de travail du confrère. Les informations financières avec une attention sur celles liées au cycle examiné et l'adéquation de l'opinion émise au regard des travaux que vous avez réalisés. Donc, dans le contrôle des mandats, ce qui est essentiel pour le contrôleur, effectivement, c'est la dernière phase, c'est l'adéquation de l'opinion émise par rapport aux travaux que vous avez effectués. On n'a pas une approche NEP, systématique, je dirais. On va cibler, on va regarder ce que vous avez estimé comme être des cycles à risque dans votre dossier. Si les risques que vous avez identifiés au niveau des cycles nous paraissent cohérents, on va effectivement regarder ces cycles. On pourra éventuellement regarder d'autres cycles qui vont paraître au contrôleur éventuellement risqués également et que vous n'auriez pas vu de façon précise. Mais en tout état de cause, on va se focaliser sur 2-3 cycles importants pour voir si effectivement l'opinion d'audit est conforme aux travaux que vous avez réalisés. Dans le cadre également des contrôles des mandats, il y a des vérifications spécifiques relatives au rapport de gestion, parce que depuis la précédente saison, le H3C attache une importance au délai de paiement fournisseurs et clients, et par rapport à l'attestation que vous fournissez dans la partie du rapport sur les vérifications spécifiques, il faut bien documenter les travaux que vous avez effectués par rapport au rapport de gestion et vos diligences et les délais de paiement. Sauf pour les entités comme les associations où ce ne serait pas applicable. Ensuite, il y a un échange avec l'unité comptable sur les difficultés rencontrées pour effectuer les diligences relatives aux délais de paiement, ce qui peut être le cas sur certains mandats sélectionnés. Voilà, donc les délais de paiement, c'est un petit peu un focus du H3C depuis l'année dernière. C'est pas essentiel, mais je pense qu'ils ont besoin de ça politiquement pour voir si disons que ça fait progresser les entreprises au niveau de la réduction des délais de paiement.
C'est Bercy qui nous a demandé, je pense, d'effectuer ces diligences. Ouais. Ensuite. Donc, dans la sélection des mandats, donc la sélection des mandats pour le contrôleur, donc il y a des entités qui sont prioritaires. Donc, mandat prioritaire selon les orientations du H3C, on va revenir dessus. Ensuite, le contrôleur va cibler plusieurs titulaires de mandat sans pour autant contrôler obligatoirement tous les associés. C'est-à-dire que si vous êtes 3 associés signataires, il se peut qu'il n'y ait que 2 associés dont les mandats sont contrôlés et que pour un associé, il y ait plusieurs mandats à contrôler. Ça va dépendre du type de mandat. Ça va dépendre aussi du secteur d'activité représentatif du portefeuille. C'est-à-dire que si vous avez une dizaine de sociétés dans un secteur d'activité, il est évident qu'on va contrôler, enfin le contrôleur a de grandes chances de contrôler un de ces dossiers. Et l'importance des heures d'audit consacrées sur les mandats, donc, bien sûr, les gros mandats avec les gros honoraires sont un peu plus contrôlés que des petits mandats. Donc, sur cette base, ensuite, le contrôleur va pouvoir faire des analyses complémentaires par rapport à l'échange préalable que vous avez pu avoir, ce qu'on a vu tout à l'heure, par rapport à la particularité de certaines entités et certaines entités à risque que vous aurez pu effectivement définir avec lui. Et également tout ce qui peut être mandat en co-commissariat aux comptes, qui sont un peu privilégiés au niveau de la sélection des mandats, et éventuellement des mandats sur lesquels vous auriez fait des réserves ou des refus de certifiés, ou également des procédures d'alerte, des problématiques de continuité d'exploitation. Donc après cet échange préalable, le contrôleur va sélectionner un certain nombre de mandats. Donc, en fonction de votre taille d'unité de contrôle, il y a un certain nombre de mandats qui sont recommandés par l'H3C, effectivement, d'être un nombre recommandé de contrôle de mandat. Donc, on va le voir après, là, en fonction des catégories d'unités de contrôle. Donc, on a A, B, C, D, E. Et donc, pour un cabinet A, qui est en fait jusqu'à 5 mandats, vous avez en principe, en opinion, uniquement un mandat qui va être sélectionné par le contrôleur. Si vous êtes en unité B, donc de 5 à 10 mandats, vous allez avoir 1 ou 2 mandats en sélection d'opinion. C, jusqu'à 50 mandats, vous aurez 2 ou 3 mandats de sélection d'opinion. D, jusqu'à 100 mandats, 3 à 4, et supérieur à 100 mandats, entre 4 et 5, sachant qu'entre supérieur à 100 mandats, il y a relativement peu de cabinets qui sont contrôlés par la CRCC. Peut-être en binomiage, l'année dernière, on avait… Voilà, vous pourrez aussi éventuellement avoir 2 contrôleurs en binôme sur des cabinets importants pour que effectivement, le contrôle se passe plus vite. Donc, sur des cabinets D ou E, vous aurez peut-être une équipe de 2 contrôleurs et non pas un seul contrôleur. Voilà, le choix des mandats, on reprend fondé sur l'analyse des risques et validé par l'échange que vous aurez eu avec le contrôleur. Donc, on a évidemment les grandes entreprises quand les 2 ou 3 seuils suivants sont dépassés, total de bilan supérieur à 20 millions, chiffre d'affaires supérieur à 40 millions ou salariés supérieur à 250 personnes. Donc ça, c'est les grandes entreprises, ça rentre en priorité dans la sélection des mandats. Et ensuite, il y en a d'autres priorités sur d'autres entités. Donc, les sociétés cotées sur Euronext, Gross et Access, donc ça n'a pas changé. Les sociétés de financement, les organismes nationaux de sécurité sociale et les établissements publics nationaux. Donc, les établissements publics nationaux, c'est une nouveauté 2023. Toujours les organismes d'HLM et les OPAC, les hôpitaux privés et publics, les sociétés gérantes des maisons de retraite, EHPAD, ça c'est depuis l'année dernière, on sait pourquoi. Les entités visées par l'analyse sectorielle des risques et blanchiment et le financement du terrorisme réalisé par le H3C. Et nouveauté 2023, les associations faisant appel à la générosité publique. Donc, ça, c'était ces associations étaient auparavant dans les priorités, elles étaient sorties, elles y reviennent. Les entités dans le secteur de l'immobilier et de l'énergie. Donc, c'est une nouveauté liée notamment aux éoliennes et puis tout ce qui peut avoir trait à l'énergie. Les entités en difficulté
ou en irrégularité identifiées à partir des informations déclarées par les commissaires aux comptes. Donc, on l'a vu tout à l'heure, c'est toutes les sociétés éventuellement qui sont en procédure, enfin qui ont des difficultés relatives à la continuité de l'exploitation. En 2022, donc le H3C a supprimé les partis politiques. C'est bien parce qu'on avait beaucoup de petits partis politiques avec de très faible budget et qui n'étaient pas particulièrement intéressants à contrôler. Et évidemment, les entités particulièrement touchées par la crise sanitaire, puisque nous en sommes sortis fort heureusement. Donc, on en arrive à la conclusion du contrôle. Alors, la conclusion sur les mandats, donc c'est, je dirais, ce qui est quelque part un des éléments les plus importants au niveau du rapport. Alors, sur les années précédentes, enfin déjà l'année dernière, mais on avait les couleurs, donc vert, orange, rouge et noir. Donc, ces couleurs ont été abandonnées par le H3C au profit de choses qui ressemblent à les couleurs, mais qui sont des conclusions, je dirais, un peu type pour ce qui représentait avant ces couleurs vert, orange, rouge et noir. Donc, première conclusion, c'est l'opinion étayée. Donc, pas de problème, l'opinion émise sur les comptes est étayée par les diligences réalisées par le commissaire aux comptes. Les diligences sont satisfaisantes, même s'il y a des axes d'amélioration qui peuvent être relevés. Donc, dans ce cas-là, on peut dire bon, tout est OK, mais on peut s'améliorer sur un certain nombre de points. Donc, ça, c'est parfait, évidemment, c'est ce qui correspond à l'ancienne dénomination vert. Opinion étayée, mais avec des insuffisances qui ont été identifiées. Donc, quelque part, votre opinion est étayée, le dossier de travail est correct. Toutefois, il y a un certain nombre d'insuffisances qui ont été relevées et on va des compléments d'informations qui vous ont été demandés peut-être pendant le contrôle, mais qui n'étaient pas dans votre dossier de travail. Mais en tout état de cause, a posteriori, on arrive à effectivement valider votre opinion et considérer que les insuffisances qui ont été identifiées ne sont pas suffisantes pour considérer que votre opinion n'est pas étayée. Donc, c'est un petit orange qui ne pose pas de problématique particulière non plus. Ensuite, on arrive sur des opinions qui sont un petit peu plus problématiques. Donc, l'opinion non étayée, donc c'est une opinion qui n'est pas étayée. Donc, les conclusions sur les cycles significatifs ou sur les risques examinés n'apparaissent pas justifiées. Donc, une conclusion signifie que certaines diligences d'audit dont la mise en œuvre par le commissaire aux comptes est indispensable au regard de son approche d'audit n'ont pas été faites, sont absentes ou incomplètes et ne permettent pas d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers de l'entité concernée sont réguliers, sincères et donnent une image fidèle. Donc, évidemment, lorsqu'on arrive sur une problématique d'opinion non étayée, il y a une discussion qui s'engage avec le contrôleur et qui fait que de toute façon, vous allez en discuter. Si la question se pose, vous en discuterez abondamment avec lui et en principe, vous devriez arriver à une conclusion commune. Pour ce qui est de l'opinion erronée, donc l'opinion erronée, c'était essentiellement l'opinion, enfin le dossier noir, mais l'opinion erronée est souvent moins importante effectivement que l'opinion étayée. Dans le cadre des opinions erronées, on va le voir en exemple. On a par exemple les problématiques de présentation de comptes sans comparatif, parce que l'annexe, ce sont la liasse fiscale qui est produite en annexe du rapport général, du rapport sur les comptes annuels, par rapport général, en lieu et place de comptes comparatifs. Donc c'est une opinion erronée puisque les comptes présentés ne sont pas les bons, mais ça n'empêche pas que, effectivement, avec une opinion erronée, on peut quand même avoir une opinion étayée parce que les autres contrôles ont été faits de façon correcte. Donc, on va voir un peu plus en détail quels sont les types de conclusions en fonction des mandats. Alors, l'exemple de mandat d'opinion étayée, les diligences d'audit qui ont été effectuées et contrôlées sont satisfaisantes, même si des axes d'amélioration ont pu être relevés. Les axes d'amélioration identifiés lors de l'examen du mandat peuvent être la documentation, elle est justifiée, le choix du critère retenu est satisfaisant, le taux appliqué ainsi que les données
qui ont servi de base au calcul du seuil de signification et de versification peuvent être parfois erronés. C'est vrai qu'on a aussi des confrères qui, dans le cadre du seuil de signification, appliquent toujours une moyenne, alors que depuis plusieurs années, le H3C préconise d'appliquer un seuil de signification prépondérant par rapport à l'activité de la structure. Par exemple, dans des sociétés commerciales, ça va être le chiffre d'affaires. Dans des sociétés holding, ça peut être les types de participation. Où là, le commissaire aux comptes applique un pourcentage et on rencontre toujours sur certains logiciels la moyenne qui, justement, fausse un petit peu, même si les diligences ont été correctement appliquées. Et compte tenu d'un point d'audit significatif sur le dossier, les subventions d'exploitation, une réduction développée de la justification des appréciations auraient pu être retenues. Les points positifs relevés lors d'examen de mandat sont le commissaire aux comptes connaît bien le secteur. Par exemple, là, on nous a dit le secteur des EHPAD, mais peu importe le dossier, les risques du dossier, et puis il est investi, c'est-à-dire qu'il effectue beaucoup d'heures sur le dossier, pas 1% comme parfois on le rencontre. Et des tests de substance ont été réalisés, sont complets, l'audit a bien été documenté, toute la démarche a été justifiée, les contrôles sont documentés dans le dossier de travail. Ensuite, on a un exemple de mandat où l'opinion étayée présente des insuffisances. Par exemple, l'opinion est étayée, toutefois, on nous explique que les insuffisances ont été identifiées dans les diligences réalisées. Des tests de validation de la bonne application des procédures de contrôle interne sont insuffisants. Effectivement, on constate souvent lors des contrôles que le commissaire aux comptes n'effectue pas toujours des diligences de contrôle interne de façon en plus récurrente. Et le plan de mission ne formalise pas les seuils de signification ni de planification de l'intervention. Ensuite, des axes d'amélioration identifiés lors de l'examen du mandat sont la demande de dérogation n'a pas toujours fait l'objet de demandes lors de renouvellement, parce qu'effectivement, on peut conserver, sauf quand une dérogation sur les 6 années, sauf si pendant la période, il y a eu des changements, là, il faut revoir la demande de dérogation, mais au moins, à minima, il faut l'effectuer lors de chaque renouvellement de mandat. Et le rapport sur les comptes annuels ne mentionne aucune information sur les délais de paiement, ce qui est une obligation dans la partie sur les vérifications spécifiques. Ensuite, les points positifs sont le dossier permanent atteste d'une bonne connaissance du dossier et du secteur d'activité, et la norme 9605 est respectée avec la classification des risques est identifiée du bénéficiaire effectif. On constate quand même que depuis 1 an ou 2, les confrères ont une bonne connaissance de la 9605 révisée et ont bien dans leur dossier les bénéficiaires effectifs, les pièces d'identité et un cabis récent. Donc, globalement, mandat d'opinion étayé avec insuffisant, ce sont des exemples, mais quelque part, il y a quelques axes d'amélioration, mais le dossier est bien bâti, il est documenté, et donc on va faire quelques remarques éventuellement sur quelques problématiques, mais sur le fond, il n'y a pas de problème majeur. Ensuite, l'exemple de mandat d'opinion non étayé, là par contre, il y a un risque majeur. L'opinion émise sur les comptes n'est pas étayée, notamment en l'absence de mise en œuvre de la NEP 100, s'agissant d'un co-commissariat aux comptes, et de la NEP 600, s'agissant de contrôle de comptes consolidés. Aucune documentation nous n'est transmise le jour de notre intervention sur place. Effectivement, j'ai pu constater sur certains contrôles que je n'avais pas obligatoirement des contrôles conjoints avec le confrère de formaliser, le dossier de travail du confrère du COCAC pas présent dans le dossier et pas matérialisé sur les diligences du confrère qui ont pu être effectuées. Alors là, les axes d'amélioration identifiés
lors de l'examen du mandat sont la lettre de mission commune présente dans le dossier, qui n'est pas toujours présente. Elle est présente en l'occurrence, mais elle est datée de 2017, donc si on est en 2023, c'est un peu… Il faut l'actualiser, puis normalement, on doit avoir une rotation des contrôles à minima tous les 3 ans. Du coup, on ne peut pas avoir une lettre de mission datant de 2017. L'analyse du programme de travail et la prise de connaissance et l'analyse des risques. Par exemple, le cycle des titres, de participation, haute créance, personnel et État. Bon, tout ça, ce sont des exemples, bien sûr. Voilà. C'est pas exhaustif. Voilà. Le calcul des seuils d'audit conformément à la NEP 320, en effet, pour déterminer le critère pertinent, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel pour déterminer le critère qu'il considère comme le critère important pour la détermination, je ne vois pas très bien, l'utilisation des comptes de la NEP 320. Et effectivement, même le calcul des seuils des comptes consolidés doit être fait de façon conjointe entre les deux commissaires aux comptes. La documentation du dossier de travail et la formalisation des travaux réalisés sur les tests de dépréciation, en l'occurrence des titres. Aucune documentation sur l'appréciation relative à la construction des budgets prévisionnels, notamment les taux de progression des revenus à 3 ans, n'est présente dans le dossier pour confirmer ou infirmer le calcul des résultats des tests de dépréciation du DAF du groupe. La formalisation des travaux relatifs à la justification des appréciations, NEP 702 et NEP 702, est insuffisante mise en œuvre car la détermination par le co-commissaire aux comptes des appréciations faisant l'objet d'une justification dans son rapport doit être la résultante des procédures qui se déroulent tout au long de sa mission. Absence de demande de dérogation pour l'audit des comptes sociaux. Ouais, c'est un inventaire à la prévère de problématiques qui peuvent impliquer une opinion non étayée. Évidemment, il y en a bien d'autres, mais voilà, c'est quelques exemples. Ce support est fait par la CNCC, hein, donc on est obligé de communiquer en l'état. Mais bon, c'est juste, ce sont juste effectivement des exemples. Mais des exemples assez courants, notamment au niveau des COCAC sur la NEP 100 et sur la NEP 600. Sur les seuils de signification également, et puis bien sûr la documentation du dossier de travail par rapport au cycle important dans les holdings, bien sûr les types de participation, mais dans d'autres types de sociétés, les stocks ou les créances clients, enfin, tout dépend effectivement de l'activité de chaque société. Donc à la fin, on conclut sur les points positifs qui ont été aussi relevés. Donc, je dirais que dans les contrôles, maintenant, au niveau des mandats, on donne tout ce qui est problématique, mais le contrôleur met aussi en relief les points positifs qu'il a pu relever. Et ça, c'est important, et c'est ce qu'on avait demandé à la CNCC et au HEC. Alors après, on a encore des exemples de mandats d'opinion erronée avec insuffisance. Il nous explique que l'opinion émise sur les comptes est erronée. Les comptes joints au rapport sont présents sous le format d'une entreprise commerciale et sont présentés en valeur nette avec brut, amortissement et valeur nette. Il y a juste une colonne. Et ne respecte... C'est un exemple courant d'opinion erronée qui n'est pas très grave, mais qui fait que l'opinion effectivement est erronée puisqu'il y a une erreur matérielle. Et sans comparatif également, ce qu'on rencontre parfois, comme tu disais tout à l'heure, sans comparatif avec N-1 et l'alias fiscal. Avant, on disait que le mandat était noir. Ensuite, les insuffisances identifiées lors de l'examen du mandat peuvent concerner l'absence d'actualisation de la lettre de mission, ce qu'on disait tout à l'heure, parce qu'à minima, au moins tous les 6 ans lors du renouvellement, s'il n'y a pas eu de changement notoire pendant les 6 années. Surtout qu'effectivement, là, ce qui a changé, ce sont sur les obligations LAB, RGPD, il y a beaucoup de choses qui ont changé, donc les lettres de mission qui datent de 2013 sont forcément plus up-to-date par rapport à ce qui est demandé aujourd'hui. Une formalisation, une matérialisation des tests de contrôle interne et de cheminement annuel réalisés en dehors de l'outil Révise Audit, c'est-à-dire quelles procédures vous avez contrôlées, mises en place et les tests que vous avez effectués.
elle est quand même, le contrôle interne est à réactualiser régulièrement. Souvent, pour les cabinets qui utilisent des logiciels de commissariat aux comptes comme Révisaudit, on a parfois des questionnaires qui sont remplis relativement de façon très synthétique, on va dire, pour le moins, et qui ne permettent pas réellement d'apprécier les tests qui ont été réalisés sur les sites examinés. Donc, c'est un peu lorsque vous remplissez vos questionnaires Révisaudit ou autre, c'est bien effectivement de les remplir avec pas simplement avec des commentaires pour qu'on puisse voir le travail réellement qui a été effectué et les tests qui ont pu être faits par rapport à ce contrôle interne. Et également le mettre à jour régulièrement. On constate également que des contrôles internes ne sont pas testés régulièrement, ça fait 10 ans, 15 ans, sans une actualisation des gens et des process. Et mettre à jour la lettre de mission avec les conditions générales, l'assurance des obligations réciproques et dont tu parlais tout à l'heure, le RGPD. Ensuite, les axes d'amélioration identifiés lors de l'examen du mandat sont revoir la méthodologie de détermination du seuil de signification avec la NEP 320 et la nouvelle charte relative à l'application du caractère significatif. Et là, justement, il y a une note d'information qui a été, il n'y a pas très longtemps, revue et éditée, qui est la note d'information 21 afin de justifier l'auto-utilisé dans la détermination du seuil de signification au regard des spécificités du dossier. Effectivement, dans cette note d'information, ils expliquent bien ce qu'il faut prendre en fonction des catégories de sociétés qui sont auditées. Et je reviendrai sur Révisaudit aussi, qui continue sur une moyenne et plus un agrégat bien défini par rapport à l'activité de la société. Optimiser l'utilisation du logiciel Révisaudit afin de sécuriser l'enchaînement des diligences à réaliser, leur supervision, l'authentification du visa en lien avec le renforcement de l'équipe en place. C'est-à-dire que le commissaire aux comptes doit bien superviser toutes les feuilles de travail de son équipe, systématiquement. Ensuite, systématiser l'actualisation de la revue du contrôle interne et des tests de procédure pour les cycles identifiés à risque élevé ou non, ou moyen. Améliorer l'application de la NEP 230 concernant la documentation des travaux réalisés. Bien avoir une documentation exhaustive des contrôles que vous effectuez sur les dossiers, ça peut, si vous ne les avez pas, mettre en exergue une insuffisance et une opinion erronée également. Ouais, quand le contrôleur constate une opinion erronée, il ne s'arrête pas juste à l'opinion erronée, puisque si c'est une opinion erronée juste pour une problématique de présentation, ce n'est pas non plus gravissime, donc il continue son travail, je dirais, et valide de toute façon le travail qui a été effectué sur le mandat, parce que ce n'est pas parce que vous avez produit un rapport avec une erreur matérielle que derrière le travail n'a pas été fait correctement en fonction de l'ensemble des lettres. Du coup, on le stipulera justement que l'opinion est erronée, mais que malgré tout, les diligences ont été effectuées. Donc, la conclusion sur la pertinence de l'opinion, c'est dont on parle depuis le début. Donc, justification de la conclusion par des constats distingués selon leur gravité. Donc, on a vu soit des défaillances, soit des insuffisances, soit des axes d'amélioration. Il y aura de toute façon une conclusion pour chaque mandat, avec, on l'a vu, la possibilité pour le contrôleur de mentionner également les points positifs relevés lors de l'examen du dossier pour une meilleure compréhension de l'accomplissement de la mission. Donc ça, c'est vert, je dirais, on relève quand même des points positifs. Et possibilité également d'indiquer certaines pratiques particulièrement appropriées pour faciliter la réalisation des diligences d'audit requises. Donc, le contrôleur relève les points positifs et ensuite, il va conclure soit en défaillance, soit en insuffisance, soit en amélioration, soit une opinion parfaitement étayée. Voilà les types de conclusions que vous pourrez avoir par rapport aux travaux qui vont être faits par le contrôleur. Et bien sûr, on va le voir au niveau de l'échange que vous allez pouvoir avoir avec lui au fur et à mesure du contrôle sur ces dossiers et des questions qu'il aura pu vous poser.
Alors, la formalisation de la restitution de l'opinion. Donc, en fait, ça, c'est je dirais, le format du rapport. Donc, on a une présentation de l'unité de contrôle et de son activité. Ensuite, on a, en paragraphe 2 de ce rapport, on aura l'organisation et les ressources qui ont été affectées au contrôle, c'est-à-dire les contrôleurs qui vont être affectés au contrôle et les temps qu'ils auront passés. En paragraphe 3, la procédure contradictoire qui aura été réalisée, donc un premier entretien à l'issue des contrôles et ensuite éventuellement une procédure contradictoire qui aura été engagée par vous suite à la réception du pré-rapport, on va le voir tout à l'heure, et sur lequel vous allez avoir un mois pour répondre. Ensuite, un paragraphe 4 du pré-rapport qui concerne les actions mises en place à l'issue du précédent contrôle. Donc ça, on l'a vu, c'est uniquement s'il y a des actions rectificatives ou modificatives qui ont été demandées par le H3C. C'est relativement peu souvent applicable et ce n'est pas applicable évidemment s'il s'agit d'un premier contrôle. Ensuite, un paragraphe 5 qui est un constat lié à l'examen de l'organisation et des procédures. Ce paragraphe 5 n'est utilisé également que s'il n'y a plus de 2 signataires, on l'a vu tout à l'heure, donc ce paragraphe est quasiment vierge si vous êtes seul signataire dans votre unité de contrôle. Et ensuite, le paragraphe 6 qui est, on l'a vu, lié au constat tiré sur l'examen des travaux sur les mandats sélectionnés. Donc ça, c'est des conclusions sur les mandats sélectionnés par le contrôleur et des conclusions qui amènent à opinion étayée, non étayée, les 4 types d'opinions qu'on a vu tout à l'heure. Donc, dans le cadre de la communication avec le contrôleur, si on récapitule un petit peu quels vont être les jalons de votre communication avec le contrôleur, d'abord, il va vous appeler pour fixer des dates d'intervention par mail ou par téléphone. Ensuite, vous allez également fixer d'abord la première intervention, c'est-à-dire l'échange préalable. Donc, on répète, échange préalable avec l'ensemble des signataires du cabinet. L'échange préalable se passe en visio ou par téléphone. Ensuite, suite à cet échange préalable, il y aura une confirmation du rendez-vous par le contrôleur et la communication de la liste des dossiers qu'il va contrôler. Et en principe, il vous communique ça une semaine avant l'intervention sur place ou à distance. Maintenant, c'est l'intervention sur place. À distance, on va le voir, ça va être peut-être pour le contrôle par entretien, mais sinon, effectivement, c'est en principe une intervention sur place. Donc, ensuite, le contrôle sur place a lieu et à la fin de ce contrôle sur place, une synthèse orale est faite avec le contrôleur. Donc, c'est très important que le contrôleur fasse une synthèse de façon orale avec vous avant de quitter le cabinet pour être déjà à peu près clair sur l'ensemble des contrôles qu'il a pu faire et sur les conclusions qu'il va émettre, notamment sur les contrôles mandats. Une petite précision, on l'a déjà dit tout à l'heure, la liste des mandats sélectionnés par le contrôleur et qui vous sera communiquée donc une semaine avant le contrôle peut éventuellement être modifiée ou complétée sur place en fonction de ce que va juger le contrôleur. Mais encore une fois, c'est quand même très très rare. Donc la procédure contradictoire. La procédure contradictoire, observation écrite de l'unité de contrôle sous le délai d'1 mois, c'est-à-dire que vous recevez le pré-rapport qu'a établi le contrôleur. Vous avez 1 mois pour répondre au contrôleur et par rapport aux observations qui ont été formulées, si vous êtes d'accord ou pas par rapport à ce que vous avez stipulé dans le rapport. C'est la compagnie régionale qui vous aura adressé le pré-rapport et effectivement, vous avez un délai d'1 mois pour répondre à la compagnie régionale relativement aux conclusions de ce pré-rapport. Il peut y avoir également une réunion du contradictoire entre le contrôlé. On peut organiser une réunion effectivement contradictoire éventuellement entre le contrôlé et le contrôleur à la compagnie s'il y a réellement une problématique. Mais en principe, le contradictoire est géré directement par le contrôleur. Et qui accepte ou pas. Alors, donc, effectivement, on vous recommande, vous avez 1 mois pour répondre au niveau de la procédure contradictoire, mais pour faire, disons,
au bout d'un mois, si vous n'avez pas répondu, on considère que vous êtes d'accord, c'est comme avec le fisc. Mais par contre, si vous êtes d'accord avec les conclusions du contrôleur, si vous pouvez répondre rapidement en disant que vous êtes d'accord, ça nous fait gagner beaucoup de temps au niveau, nous, ensuite, du suivi des rapports définitifs que vous allez recevoir ensuite et qui sont communiqués à la CNCC ou au H3C. Dans le cadre des interventions éventuelles de l'AMF ou de la CPR, c'est via le H3C justement par rapport au contradictoire. Ils sont relus avant, de toute façon, avant que vous recevez un pré-rapport, ils sont revus en interne au niveau de la compagnie ou des commissaires, de la CRCC ou de la CNCC. Ensuite, la procédure contradictoire. Je reçois mon pré-rapport, voici les questions que je dois me poser. Que dois-je faire? Si je n'ai aucune observation, c'est ce que tu disais à formuler, j'envoie un courrier mentionnant l'absence de commentaires ou le pré-rapport signé sans aucune observation. Ça, ce n'est pas systématique. Si j'ai des observations à formuler, j'envoie un courriel mentionnant mes commentaires avec, si besoin, un courrier en pièce jointe. Pas de pré-rapport à noter. À qui dois-je répondre? Eh bien, effectivement, je dois répondre à la personne qui m'a adressé mon pré-rapport, soit la CRCC, soit la CNCC. Puis-je envoyer ma réponse par courrier? Pas d'envoi postal, j'envoie ma réponse par courriel à l'adresse suivante, contrôle.activité@cncc.fr ou à ma CRCC. Ensuite, qui signe la réponse? Le responsable de la structure qui a été mentionné par rapport dans le pré-rapport, composant l'unité de contrôle, parce qu'on a un seul interlocuteur qui après est le référent par rapport à la procédure contradictoire dans le cabinet et qui mentionne à tous les signataires ce qui a été stipulé dans le pré-rapport. Enfin, il y a une co-signature de l'ensemble des intervenants. Oui, il y a une co-signature, moi, il n'y en a qu'un qui… Non, tout le monde. Ouais, tout le monde. Ouais. Par rapport au contrôle mandat, tous les signataires du contrôle doivent signer. Je croyais qu'on n'avait qu'un interlocuteur après, comme c'était comme ça l'année dernière. Je sais pas. Non, je pense pas. Tout le monde doit signer. Ouais. Désolée. En ce qui concerne toujours la procédure contradictoire, quel est le délai pour répondre? Le délai maximum prévu par l'article R 821-73 du Code de commerce, c'est 2 mois. Pourquoi est-ce parfois long pour recevoir mon rapport définitif? Le projet de rapport définitif est rédigé par le contrôleur, puis validé par le RMRNCCA, en présence de rapports présentant des mandats avec une opinion non étayée ou erronée. Des mandats sous le contrôle de l'AMF ou faisant l'objet d'instructions de la part du H3C. Le projet de rapport définitif est alors également validé par le H3C et peut faire l'objet d'aller-retour entre celui-ci et les contrôleurs. Voilà, c'est un peu une explication pour faire en sorte que vous ne vous inquiétez pas, parce que la réception du rapport définitif peut prendre pas mal de temps, puisqu'il y a des contrôles qui sont faits effectivement par les membres régionaux du contrôle national de l'activité, notamment pour tous les rapports qui présentent des dossiers anciennement rouge ou noir, au mandat opinion non étayée ou mandat erroné, ou effectivement des mandats qui sont contrôlés aussi par l'AMF ou qui font l'objet d'instructions spécifiques et qui font que le H3C va revoir le rapport avant même que ce rapport définitif soit envoyé. Donc, pas mal d'allers-retours et de choses qui se coincent dans les tuyaux qui font que parfois les rapports définitifs arrivent plusieurs mois après des contrôles. Donc, ne vous inquiétez pas là-dessus, c'est plutôt un problème d'organisation et d'aller-retour entre différentes structures. Alors, le courrier d'accompagnement du rapport définitif est-il le même pour toutes les unités de contrôle? Non. Il en existe 2 types. Au vu des constats faits dans ce rapport, nous vous invitons à mettre en œuvre les mesures nécessaires pour vous mettre en totale conformité avec les règles applicables. La mise en œuvre de ces mesures sera vérifiée, qui interviendra selon la période
d'icité réglementaire conformément à l'article R 821-75 du Code de commerce, c'est-à-dire le délai est de combien généralement? Là, enfin, c'est le H3C qui décide, effectivement, lorsqu'il y a des problématiques importantes. On a vu que le H3C maintenant peut décider en dehors du contrôle sextennal, un contrôle à 1 an, un contrôle à 2 ans, un contrôle à 3 ans. Et au vu des constats, le H3C examinera les suites qui seront données aux conclusions figurant dans ce rapport définitif. Donc, le contradictoire peut avoir deux effets. Soit, effectivement, vous répondez comme quoi vous n'êtes éventuellement pas d'accord sur certaines conclusions du contrôleur. Donc, le contrôleur a deux possibilités. Soit il modifie les parties du rapport qui posaient problème et sur lesquelles il est d'accord avec vous, en fait, parce que souvent, il y a une mauvaise analyse de certaines situations sur lesquelles il avait pris de mauvaises notes ou autre. Donc, en fait, il va modifier son rapport définitif. La deuxième solution, c'est qu'effectivement, vous faites des remarques, mais ces remarques ne conduisent pas le contrôleur à modifier son rapport définitif. Dans ce cas-là, le contrôleur précise en annexe les raisons qui conduisent à ne pas modifier le constat. Donc, il y aura une annexe dans votre rapport définitif, une annexe du contrôleur qui expliquera les raisons pour lesquelles il ne va pas modifier son pré-rapport. Ou il peut également, donc observation indiquant des actions mises en place post-période, donc effectivement, souvent on a des réponses des cabinets contrôlés qui disent que postérieurement au contrôle, les remarques qui ont été émises ne sont plus valables puisque des mesures ont été prises et qu'on ne pratique plus de la même façon. Mais dans ce cas-là, donc le contrôleur va en tenir compte dans son rapport définitif, mais il va prendre acte, je dirais, de ce que vous dites, mais ce n'est pas pour ça qu'il va modifier son rapport définitif. Donc, le traitement du contradictoire est mis en annexe avec les observations de l'unité de contrôle, c'est-à-dire que vos observations, qu'elles soient par courriel ou qu'elles soient par courrier, sont annexées au rapport définitif et l'état du contrôleur relatif à cette procédure contradictoire sera également jointe à ce rapport définitif. C'est important de les limiter parce que c'est un gain de temps pour tout le monde et c'est mieux c'est pour ça que l'entretien final à l'issue des contrôles sur place est très important. Ça permet de balayer 98% des problématiques de procédures contradictoires qu'on peut avoir après. On en a relativement peu dans la pratique, mais bon, ça arrive. Alors, le comportement tout au long de la procédure. Donc, il faut capitaliser sur les enseignements du contrôle qualité pour en bénéficier et ne pas le subir. Faire en sorte effectivement que le contrôle d'activité soit un point plutôt positif pour vous et vous permettre de discuter avec vos contrôleurs et d'améliorer vos pratiques professionnelles. Donc, ça, c'est un slide qui est fait par la CNCC. Hein, et l'attitude est un élément déterminant pour le déroulement du contrôle d'activité, mais en principe, les contrôleurs sont quand même globalement bien reçus. Bonne pratique, donc être un acteur de son contrôle en y collaborant. Faire preuve de courtoisie et de confraternité, je pense que c'est un minimum. Accepter les enseignements du contrôle d'activité pour faire progresser sa pratique professionnelle et faire participer les équipes. Habituellement, on a toujours au moins le chef de mission, lorsqu'on est sur des cabinets de taille un petit peu importante, qui intervient pendant le contrôle. Les maîtres mots pour tout le monde, le respect des délais, donc ça c'est effectivement un maître mot important, la qualité des informations que vous allez fournir, le caractère complet des informations que vous donnez et également votre disponibilité. Alors, habituellement, les confrères sont aussi très disponibles pendant le contrôle, mais on ne vous demande pas d'être disponible H24 sur les 48 heures ou les 72 heures qu'on va passer chez vous, mais avoir quand même une certaine disponibilité, notamment pour faire des petites synthèses à l'issue des contrôles de mandat, à l'issue de chaque contrôle de mandat, pour avoir le temps de discuter et de faire une synthèse par rapport à l'appréciation qui a pu être faite par le contrôleur sur la qualité de vos travaux et sur les missions de l'opinion que vous avez pu faire.
Alors, les contrôles par entretien, nouveauté 2021, pratiquée en 2021 vraiment au terme petit échantillon, 2022 un peu plus de contrôle par entretien, et sur 2023, le H3C souhaite en faire davantage et il souhaite de plus en plus, notamment pour les R4, donc les cabinets qui ne présentent pas de risque particulier, probablement généraliser un peu plus cette pratique. Donc, on ne sait pas encore le nombre de contrôles par entretien qu'il y aura cette année. Et donc, il ferait peut-être partie des cabinets qui auront un contrôle par entretien et non pas un contrôle sur place. Donc, on va détailler un petit peu plus ce qu'est ce contrôle par entretien. Ah, c'est encore moins. Donc, le contrôle par entretien, on l'a dit, ce sont les unités de contrôle qui ne présentent pas de risque particulier et qui signent des mandats non EIP et non risqués. Donc, ça, c'est le point de base. Les objectifs de ce contrôle pour le H3C, c'est apprécier le caractère suffisant et approprié de l'organisation et des procédures de l'unité de contrôle pour assurer son indépendance, apprécier les risques attachés au mandat détenu, conduire la mission de certification des mandats et sur ces mandats, respecter les exigences légales, réglementaires et celles du code de déontologie, apprécier la capacité du signataire à présenter les entités qui l'auditent, exposer les particularités en matière d'audit sur ces mandats et présenter l'approche d'audit suivie sur 1 ou 2 mandats. Donc, globalement, l'objectif, c'est le même qu'un contrôle sur place, mais c'est un contrôle par entretien. Donc, les conclusions à l'issue de ce contrôle par entretien, le but, c'est de confirmer ou d'infirmer le niveau de risque non risqué retenu pour cette unité de contrôle. Donc, respect des obligations, pas de risque de mauvaise exécution de l'audit, absence de mandat risqué. Donc ça, ce sont les points de conclusion. Alors, comment on fait ça? Le contrôle qui utilise essentiellement la technique de l'entretien suit une demande de pièces pour étayer les conclusions. C'est une démarche transversale à la fois au niveau des procédures et des mandats. Donc, on a quelques contrôleurs qui ont été formés pour faire ce type de contrôle par entretien. Globalement, ce contrôle par entretien peut être fait soit par téléphone, soit sur place. Il y a pas mal de contrôleurs qui vont aussi se déplacer pour faire ce contrôle par entretien. On va voir que c'est sur un délai beaucoup plus court. Voilà, l'idée du H3C là-dedans, en fait, c'est de réduire les temps d'intervention pour les cabinets non risqués, en étant sûr que c'est bien un cabinet non risqué. Et dans ce cadre-là, ça réduit également les budgets du contrôle qualité. Et comme le H3C a des problèmes pour boucler aussi ses budgets, il a tout intérêt à faire des économies. Dans la pratique, voilà les différences entre un contrôle classique et un contrôle par entretien. Donc, ce qui change. Moi, j'ai eu la chance d'en faire l'année dernière. Bon, voilà, l'expérience. Mais ce qui change en définitive, c'est que vous avez déjà un précédent contrôle qui vous n'y avait pas de risque et vous n'avez pas de mandat risqué. Après, ce qui change, c'est-à-dire qu'on n'a pas une approche avec un pré-rapport d'approche de contrôle qu'on doit établir, nous, les contrôleurs. On va quand même vous appeler pour prendre rendez-vous avec vous, pour avoir un entretien préalable. Et ce qui change, ce qui serait bien, c'est que justement, il y ait une bonne matérialisation de votre QIP toujours, parce qu'on gagnera du temps par rapport au contrôle. Parce que c'est un contrôle qui, en définitive, sur place, est à peu près la moitié du temps que d'ordinaire. C'est ça. C'est 12 heures, en principe, c'est 12 heures maximum. En tout, donc ça veut dire que sur place, sur place ou par téléphone ou en visio, ça va être 3-4 heures. Alors, avant d'intervenir, on va regarder et analyser vos déclarations d'activité, votre QIP. Également, on va avoir connaissance de votre précédent contrôle en vue de cibler tout de suite, lors de notre entretien, les contrôles que nous allons diligenter. On n'a pas de PAC, c'est-à-dire de plan d'approche de contrôle à rédiger, ce qui nous fait gagner quand même un certain temps par rapport aux autres contrôles. Après, sur place ou à distance, eh bien, on va aller tout de suite voir votre organisation, si votre mode de fonctionnement, pas de contrôle de procédure, et on va avoir, on va
converser avec vous par rapport à vos mandats, voir la connaissance que vous avez de vos mandats et le signataire et par rapport aux analyses de risque qu'il a fait. C'est-à-dire qu'on va avoir une checklist de documents qu'on va vous demander et que vous nous donnerez au fil de l'eau. Pour s'assurer, par exemple, si vous faites des circularisations, on regardera également votre programme de travail et ensuite, on aura une restitution du contrôle sous forme d'un rapport qui est quand même moins étayé que l'autre. Ce qui ne change pas, c'est la restitution des contrôles. Il y a également un pré-rapport, un contradictoire et un rapport définitif qui vous sera envoyé après toute la procédure de contrôle. Là, par contre, ça va être plus un contrôle transversal de ce que vous effectuez sur vos missions. On va rester 4 heures et sur ces 4 heures-là, on va me dire sur tel mandat, fournissez-moi tel contrôle. Qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous avez matérialisé? Et on ne se prononce pas sur l'opinion qui a été émise si ça n'a pas changé sur les rapports. Après, est-ce que tu as autre chose à apporter sur le contrôle? Non, sur le contrôle par entretien, c'est ce qu'on disait, c'est un contrôle transversal, donc en fait, qui peut être un peu plus, des fois, prégnant qu'un contrôle classique. Parce qu'en fait, on va pouvoir regarder, par exemple, vos plans de mission sur plusieurs entités. Et donc, quelque part, avoir un spectre plus important de contrôle que sur un contrôle classique. Même si on va passer moins de temps, les éléments demandés peuvent être plus variés et porter sur éventuellement plus de dossiers. Et dans un temps plus court. C'est-à-dire qu'on va vous demander et tout de suite, il faudra nous fournir. Bon, nous, on n'est pas convaincus à la Compagnie de Paris que ce soit une bonne chose de développer ce type de contrôle parce que c'est quand même relativement difficile à réaliser et en termes d'opinion, c'est compliqué. Bon, on va voir. Et au niveau de sanctions par rapport, je pense au contraire également. Il y a moins d'échanges, c'est plus rapide et c'est un peu à charge. Alors, le calendrier 2023. Alors, ce calendrier théorique qui est communiqué par la CNCC et le H3C. Donc, on vous a envoyé les QIP. Donc, on laisse jusqu'à fin août pour qu'on puisse effectivement les recevoir. Nous, en Compagnie de Paris, on va affecter les contrôleurs à chaque unité de contrôle en fonction des spécificités déclarées par chaque contrôleur. C'est-à-dire que chaque contrôleur renseigne un questionnaire sur ses compétences particulières, par exemple en matière d'association, d'HLM ou autre. Effectivement, si vous avez un cabinet qui est concerné par ce type de mandat, on va affecter en priorité ce type de contrôleur. L'affectation des contrôleurs est ensuite, je dirais, validée par le H3C. Et une fois qu'on a la validation du H3C, on peut mettre en main votre QIP au contrôleur et enfin, il peut prendre contact avec vous. La formation des contrôleurs, ça existe aussi, donc elle a lieu là, la semaine prochaine d'ailleurs, sur les nouvelles pratiques pour 2023. Elle a lieu là en juillet et une session d'approche en septembre. Les contrôleurs font aussi des déclarations d'indépendance, puisque lorsqu'ils ont connaissance des cabinets qu'ils contrôlent, ils doivent faire une déclaration d'indépendance par rapport à l'unité de contrôle, savoir si effectivement ils ne sont pas, par exemple, soit co-commissaire avec vous sur des mandats ou expert comptable sur le mandat où vous êtes commissaire de compte. Enfin, s'il y a des problématiques d'indépendance pour le contrôleur. La rédaction des plans d'approche de contrôle pour les contrôleurs devrait s'échelonner de mi-juillet, mais si les QIP ne sont pas revenus, donc ça ne partira pas à mi-juillet, ça va commencer en septembre. Et jusqu'à en principe, tous les plans d'approche de contrôle doivent être validés pour fin octobre, sachant que ces plans d'approche de contrôle qui sont faits par les contrôleurs sont validés avant envoi par des superviseurs dont je fais partie à la Compagnie de Paris, et nous sommes 3 superviseurs à la Compagnie de Paris qui relisent effectivement et les plaques et les pré-rapports.
Ensuite, donc l'intervention sur place ou à distance était prévue de commencer mi-juillet, mais comme je vous le disais, on ne pourra pas intervenir avant, je pense, à minima fin septembre. Donc, les contrôles vont s'échelonner, vont être assez condensés sur octobre, novembre, décembre et probablement déborder sur le mois de janvier. Comme tous les ans. Comme tous les ans, plutôt que tard. On essaye d'être dans les temps, mais c'est compliqué. Donc, rédaction des pré-rapports et revue par les superviseurs, voilà, ça s'échelonne sur la même durée, évidemment. Les notifications de pré-rapports qui devraient intervenir jusqu'au plus tard, aux premières quinzaines de janvier. Traitement des observations de l'unité de contrôle. Donc, ça, s'il y a du contradictoire, effectivement, vous avez un mois pour nous répondre et ensuite que chaque contrôleur traite effectivement vos observations afin de sortir un rapport définitif qui est également revu par un superviseur, un des 3 superviseurs, et qui va ensuite être notifié. Tout ça, bien sûr, il va être notifié par la compagnie de Paris s'il n'y a absolument aucun problème. Enfin, aucun problème. Il n'y a pas de problématique de mandat. Et sinon, il sera notifié soit par la CNCC, soit par le H3C si effectivement le rapport est remonté au H3C. Et là, ça peut prendre pas mal de temps. Donc, ils mettent mi-février N+1. Ça peut aller jusqu'au mois de juin, juillet ou septembre. Donc, les budgets horaires qui sont alloués aux contrôleurs en fonction de la taille de l'unité de contrôle. Donc, si on démarre sur les catégories A, on a vu tout à l'heure de 1 à 5 mandats. Si vous êtes considéré comme une unité non risquée, le budget contrôleur est de 12 heures, unité risquée 14. Pour les catégories B, c'est-à-dire 6 à 20 mandats, 18 pour les non risqués, 22 pour les risqués. Catégorie C, 24-30, catégorie D, 32-40 et catégorie E, 44-50. Sachant que, grosso modo, c'est un peu plus, je dirais, c'est 60% des temps qui sont effectués sur place, les 40% restants sont des temps faits par le contrôleur pour faire son plan d'approche de contrôle, pour bâtir son pré-rapport, pour répondre aux contradictoires et pour répondre aussi aux questions qui vont être posées par le superviseur lorsqu'il va revoir ses dossiers ou par les permanents de la compagnie. Donc là, je lis en dessous 50%, ouais, 50%, ça peut être 50% ou un petit peu plus. Donc en fonction de la taille de votre cabinet et du nombre de mandats que vous avez, vous voyez d'ores et déjà les temps qui vont être passés par le contrôleur ou les contrôleurs sur le contrôle d'activité de votre cabinet. D'après ce que tu as stipulé, il y a des délais à respecter par rapport à ce que tu indiquais tout à l'heure. L'étape du contrôle, confirmation du périmètre du contrôle, le délai est de 15 jours. À partir de la réception du courrier de demande de confirmation du périmètre. Donc, ça, c'est le courrier qui vous a été adressé avec le questionnaire d'information préalable. Donc, en principe, vous avez un délai de 15 jours. On a dit que ce délai de 15 jours, il était reporté à début septembre. Et c'est surtout, effectivement, par rapport à cette confirmation du périmètre. Et en plus, oui, ce qui serait bien, c'est que vous effectuez vos DA, vos déclarations d'activité avant le renvoi du QIP. Alors, l'étape du contrôle, le renvoi du QIP complété, vous avez un mois à la réception du courrier de l'information de mise en contrôle, mais là, tu disais jusqu'au 2 septembre. Ouais. Ce qui vous laisse le temps également pour remplir vos déclarations d'activité. L'étape du contrôle, il y a la possibilité de la récusation du contrôleur. Vous avez 10 jours dès la réception du courrier de confirmation du nom du contrôleur. Parce qu'effectivement, vous pouvez être également, vous, en incompatibilité et refuser que vous soyez contrôlé par tel et tel contrôleur. Il faut donner effectivement les motivations de votre récusation, mais c'est quelque chose de possible. C'est relativement rare, mais c'est quelque chose de possible. Ensuite, dès la présentation des observations, il y a également un délai d'1 mois entre la notification du pré-rapport et les observations que vous avez à formuler par rapport à l'éventuelle possibilité du contradictoire, comme on disait, ou à l'acceptation du pré-rapport. Voilà.
lorsque le pré-rapport va vous être notifié, vous aurez un délai d'1 mois pour vous présenter éventuellement vos observations pour le contradictoire. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous pouvez nous répondre par email assez rapidement, notamment si vous êtes OK sur l'ensemble des conclusions, ça nous permet d'accélérer le traitement des pré-rapports pour en faire des rapports définitifs avec le contrôleur. Ensuite, il y a un petit quiz. Donc, on va faire un petit quiz par rapport à l'ensemble des éléments que nous avons communiqués. Donc, première question, je dois me considérer comme une structure d'exercice professionnel composant l'unité de contrôle, même si je ne détiens pas de mandat à titre individuel. Vous pouvez répondre. Une seule réponse est possible, soit vrai, soit faux. Oui. Pour l'instant, 42,59% ont répondu vrai, 59,65% ont répondu faux. On a Ça monte. 62 réponses pour l'instant sur 82 participants. La réponse est… C'était faux, donc il y a quand même 35% de participants. Donc effectivement, il faut être titulaire de mandat et partager des procédures communes pour être qualifié de structure d'exercice professionnel. Voilà, si je n'ai pas de mandat à titre individuel et que tous mes mandats sur lesquels je suis signataire sont des mandats au nom du cabinet, je ne suis pas moi-même unité de contrôle. C'est l'unité de contrôle, c'est mon cabinet. Deuxième question, le contrôleur n'examine l'organisation et les procédures que pour les unités de contrôle ayant 2 signataires ou plus. Là, vous répondez beaucoup plus vite à la réponse. 57 réponses, 60 bientôt pour 82 participants. Donc, on a 80% de vrai et on a 22% de faux. Donc, on l'a dit, les contrôles de procédure ne sont pratiqués que pour les entités ayant à minima 2 signataires. Donc, si vous êtes seul signataire sur votre cabinet, il n'y a pas de contrôle a priori de l'organisation et des procédures. Comme je le disais, bien sûr, l'organisation et les procédures sont vues au travers des contrôles mandats, mais ils ne sont pas vus spécifiquement dans ce chapitre de contrôle de l'organisation et des procédures. Troisième question, le contrôleur doit conclure sur l'opinion émise pour tous les mandats sélectionnés. Il devrait y avoir 100% de bonnes réponses. Bon. 65. 68 réponses, 69, 81 participants. Voilà. Donc on a quasiment 90% de vrai. Donc, bien sûr, le contrôleur doit impérativement conclure sur l'opinion émise sur l'ensemble des mandats qu'il sélectionne. Il n'est pas question qu'il n'y ait pas de conclusion sur chaque mandat. Dernière question, mon pré-rapport a été notifié en date du 30 octobre. J'ai jusqu'à fin décembre pour faire part de mes observations. Cette réponse sur 82 participants. Donc c'est faux, c'est bien 95% de faux. Donc vous avez un mois, on l'a dit, pour répondre au contradictoire. Et si possible plus rapidement, c'est effectivement toujours mieux en termes de respect des délais pour nous.
séminaire, enfin, ce webinaire est terminé sur le principe. Alors, on a peut-être des questions au niveau du. Alors, au niveau des questions qui ont été posées sur le. Des réponses ont été faites, d'accord? Le courrier d'accompagnement que j'ai reçu mentionne que le contrôle sera effectué sur l'exercice 2021. Est-ce l'exercice du client? C'est l'exercice de clôture. 2021, ça peut être un exercice à cheval. Hein. En principe, les contrôles sont effectués sur les. Enfin, les contrôles mandats sont effectués sur les dossiers sur lesquels vous avez mis le dernier rapport. Donc là, les contrôles qui vont être effectués en fin 2023, en principe, c'est sur les 31 décembre 2022. En l'occurrence, si vous avez des dossiers au 30 juin et que vous avez mis votre rapport au 30 juin, sur les comptes au 30 juin 2023, parce que les contrôles se perdent au mois de décembre, par exemple, dans ce cas-là, ce sera le 30 juin 2023 qui sera contrôlé. Et si vous n'avez pas encore émis votre rapport parce que vous êtes en cours de contrôle, ce sera le 30 juin 2022. Mais ça peut être des reports de délai aussi. Oui, s'il y a un report de délai, on contrôle de toute façon le mandat, le dernier exercice qui a été contrôlé et qui a fait l'objet de l'émission d'un rapport. Je crois qu'on n'a pas d'autres questions. Écoutez, j'espère que ce webinaire vous aura été profitable. Alors, les mandats qui sont terminés en 2022, on essaye de ne pas contrôler les mandats sur lesquels il n'y a pas eu de renouvellement parce que ça ne présente pas d'intérêt majeur. Donc, en principe, sauf cas exceptionnel, les mandats qui sont terminés en 2022 ne sont pas sélectionnés par le contrôleur. Je regarde s'il y a encore quelques questions. Bonjour, question un peu spécifique, mais pas là-dessus. Si le mandat fait l'objet d'un report au 30 juin 2022. 30 septembre. Effectivement, si le rapport a été émis avant le rendez-vous avec le contrôleur, c'est le dernier rapport émis. Donc, ce sera effectivement là, on pose la question de savoir si le mandat a fait l'objet d'un report au 30 septembre 2022, mais que le rapport a été émis avant le rendez-vous, sera-t-il contrôlé? Si le mandat est choisi, effectivement, ce sera bien le 30 septembre 2022 qui sera contrôlé. Alors, si votre cabinet a été cédé, là, il faut se rapprocher de la compagnie et de Natalia notamment, pour voir effectivement quelles ont été les modalités de cession et comment peut être organisé le contrôle. Le 30 septembre 2023, si le rapport a été émis, on contrôlera le 30 septembre 2023. Voilà, je pense qu'il n'y a plus de questions. Oui, vous avez le replay qui sera disponible sur YouTube, sur le site de la CRCC de Paris. Et je pense qu'on vous a à peu près tout dit. Donc, écoutez, il n'y a plus qu'à vous souhaiter un bon contrôle. Il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas. Ça va très bien se passer. Et voilà, il faut démystifier le truc. Et on est là pour faire en sorte que ça se passe bien et que ce soit profitable pour vous et qu'on ait un bon échange avec les contrôleurs. Et ils viennent dans cette optique-là et pas dans une autre optique. C'est je dirais, les instructions de la Compagnie de Paris et du président et de l'ensemble des élus de Paris. Merci à tous et bonne soirée. Bonne soirée, au revoir.